Alors, ayant dit cela, je vais commencer par une phrase un peu provocatrice pour lutter un peu contre la chaleur ambiante, à savoir que l'ignorant n'est pas un démocrate. Et alors ça, c'est la version un peu hard. Et puis, si je l'adoucis un peu, je dirais que l'ignorant n'est pas en mesure de participer à, disons, au fonctionnement démocratique de la société. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi je prononce cette phrase un petit peu provocatrice. D'abord, première constatation, c'est que nos vies, depuis plusieurs années, mais particulièrement très récemment, nos vies, nos modes de vie sont tributaires d'un certain nombre d'instruments, de processus, de procédés qui sont directement dérivés de la science et ou de la technique. Bon, nous avons tous dans nos poches un téléphone portable. Je veux dire qu'il y a simplement même moins de 20 ans, le téléphone portable, c'était une rareté exceptionnelle. L'Internet a été inventé, le réseau et Internet a été inventé au CERN, au Centre d'études en physique nucléaire de Genève, dans les années 93-95, par deux ingénieurs britanniques qui travaillaient donc là-bas. Maintenant, il y a dans cet instrument, ce portable, les portables, c'est les années 80 à peu près. Les lasers qui conditionnent nos vies, je pense, enfin, ils ont été, disons-le, ça a été une expérience de laboratoire dans les années 50-60, et puis c'est devenu un instrument qui maintenant est à peu près partout, dans les postes de télévision, dans les voitures, etc. Alors ça, c'est la première constatation, c'est-à-dire qu'effectivement, ou même simplement le système GPS. Lorsque vous avez un GPS, il faut savoir que le GPS applique la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, on croit que c'est totalement ésotérique, la théorie de la relativité d'Einstein, mais ça a une application pratique avec vos GPS. Alors ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est qu'il y a un très grand nombre de sujets, vous les connaissez tous, mais je les rappelle, l'énergie nucléaire, les nanotechnologies, le réchauffement climatique, les OGM, la nocivité éventuelle des antennes relais pour les téléphones portables, et puis je pourrais en mettre quelques autres. Eh bien, ce sont des sujets effectivement qui interpellent la société, c'est-à-dire est-ce qui amènent, par exemple, question, est-ce que, par exemple, l'Allemagne a décidé d'essayer de sortir du nucléaire? Bon, la France n'a pas pris le même virage. Donc ce sont des sujets qui intéressent les politiques, éventuellement, dans des décisions à prendre relativement rapidement. Donc, et pour ce faire, pour arriver, je pense, enfin, selon moi, pour peser dans le débat démocratique concernant ces sujets, surtout ceux de la deuxième catégorie, il me semble qu'il faut, mais bien qu'on ait un minimum de connaissances relatives à ce qu'on entend par radioactivité, c'est quoi les nanotechnologies, ça représente quoi, qu'est-ce que c'est que, pourquoi dit-on qu'un organisme est génétiquement modifié, c'est d'un point de vue scientifique, ça veut dire quoi, etc. Parce qu'effectivement, si on se force ou si, au contraire, on subit l'ignorance sur ces sujets, il n'est pas très facile, ou on n'est pas tout à fait justifié, selon moi, à donner,
à donner son point de vue ou à voter sur ces sujets. Donc, je propose, peut-être au risque, ici on est à un débat, je crois ça va être une discussion avec mes collègues et puis avec vous. Effectivement, je pose comme principe qu'un minimum d'informations sur ces sujets me paraît indispensable pour que les citoyens puissent participer au débat. Alors, ayant dit cela, il va falloir que l'on considère quels sont les moyens pratiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou est-ce que c'est une utopie? Donc, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur ce sujet et vous aurez bien entendu d'autres éclairages avec les personnes qui sont autour de moi. Alors, il faut dire au début qu'il y a des écueils. Ça veut dire décréter qu'on veut que tous les citoyens aient une information scientifique et technique, même de base, eh bien, ça n'a rien d'évident. Alors, pourquoi ça n'a rien d'évident? Pour une première raison, qui est que la science, la technique sont liées directement ou indirectement aux mathématiques. Vous connaissez tous la formule de Galilée qui disait que le langage de la nature, ce sont les mathématiques. Eh bien, les mathématiques, on le constate, c'est premièrement une discipline qui est difficile à enseigner, et deuxièmement, les récepteurs que sont les élèves ou les personnes qui s'y intéressent, il y a un certain nombre d'embûches. La première embûche, c'est effectivement la complexité. La deuxième, c'est que les mathématiques sont aujourd'hui une discipline de sélection. Et le nombre de personne ne va dire la peinture, ça m'énerve, j'aime pas écouter la musique, ça personne. Mais au contraire, de venir et de dire les mathématiques, je n'y comprends rien et je suis fier de l'être, et ça je l'ai entendu un nombre de fois assez on revendique le fait je ne suis pas doué en maths ou je n'ai rien compris aux maths, on ne m'a pas bien enseigné les maths, que sais-je encore. Donc ça c'est le premier écueil. Le second, les mathématiques, c'est une seule des disciplines des sciences, mais même dans les disciplines plus, plus naturelles, la biologie, la physique, la chimie, ce sont des disciplines complexes. C'est-à-dire qu'il est plus facile de lire un roman que de lire un précis de chimie ou un traité de biologie. C'est vrai que ça demande un effort intellectuel pour parvenir à maîtriser la discipline. Et puis, troisième écueil, qui a été colporté beaucoup par certains responsables de médias, on juge que la science est ennuyeuse et que ce n'est pas avec des programmes de science qu'on va faire des grandes audiences. Donc, voilà les écueils. Et puis, cet écueil se manifeste aujourd'hui et dans tous les pays développés, les États-Unis comme l'Europe occidentale, eh bien, par le fait que les carrières scientifiques aujourd'hui, il y a une vraie désaffection. Par exemple, alors, les grandes écoles scientifiques ne subissent pas de désertion parce que, en fait, maintenant les jeunes qui ont un diplôme d'ingénieur dans des grandes écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire une carrière dans la banque ou une carrière dans la finance. Mais maintenant, ils ne sont plus ingénieurs ou ils ne font plus de recherche. Ou enfin, il y en a beaucoup moins. Et ça se traduit, par exemple, dans les universités, les cursus, la maîtrise de physique, par exemple, eh bien, il y a de moins en moins de jeunes qui s'y engagent. Donc, il y a un vrai écueil. Alors, néanmoins, il y a deux facteurs, disons, qui, eux, peuvent être
considérer comme positifs. Le premier, c'est que au niveau mondial, je crois que l'ensemble des pays ont réalisé que c'était effectivement un problème majeur. Et il y a donc un programme des Nations Unies qui vient d'être lancé par Ban Ki-moon, qui s'appelle Education First, l'éducation d'abord. Et donc tous les pays sont invités à réfléchir à comment faire en sorte pour, disons, faire en sorte que le niveau éducatif des populations s'élève rapidement dans les différents pays du globe. Et le deuxième facteur positif, c'est que maintenant on a accès au numérique, on a accès à l'Internet, et c'est vrai que lorsque on veut savoir, on veut prendre connaissance d'un aspect de la physique ou de la chimie ou que sais-je, eh bien on a accès à Google. Je veux dire, alors avec l'inconvénient, c'est que effectivement, c'est de l'information qui n'est pas validée et donc avec la possibilité, malheureusement, que des erreurs grossières se diffusent aussi bien que des faits avérés. Enfin, voilà donc le panorama. Alors, par quels moyens on peut faire en sorte que le citoyen ait accès à, disons, un minimum de connaissances. On n'a pas besoin pour participer au débat démocratique, on n'a pas besoin d'être un expert ou un spécialiste. Il suffit simplement de savoir à peu près de quoi on parle. Et pour cela, évidemment, le premier mode, c'est effectivement le système éducatif, c'est-à-dire l'éducatif, dans l'école. Et donc je ne vais pas en parler trop, puisque mon voisin, Dominique Roja, va centrer son débat sur l'implication du système éducatif dans la formation ou dans l'éducation, dans la fourniture aux citoyens des éléments de compréhension du progrès scientifique et technique. Alors nous avons en deuxième, nous avons les différents médias. Alors Stéphane Delis-Georges en donnera son point de vue fondé sur ses expériences. Alors, il y a un écueil quand même vis-à-vis des médias, je l'ai dit rapidement. Par exemple, rares sont les chaînes de télévision qui programment des émissions à caractère scientifique ou technique. Je veux dire, il revient pour pour que la radio, la télévision, la presse écrite se s'emparent de la science, il faut la volonté du responsable, à savoir le président d'une chaîne, le directeur ou le rédacteur en chef d'un journal. Et c'est vrai que ça passe par... et trop souvent, ces personnes sont plus intéressées par le tirage d'un journal ou l'audience d'une chaîne de radio ou de télévision, et effectivement, leur implication dans dans l'information scientifique et technique varie beaucoup d'un médium à un autre. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est pas parce que Stéphane est là, mais la radio, effectivement, est un médium particulièrement adapté à la diffusion de la culture scientifique, parce qu'effectivement, à la radio, on prend son temps. Je veux dire, l'information scientifique, c'est un processus lent, où il faut prendre son temps pour expliquer les choses. Et effectivement, alors que la télévision c'est une succession de moments extrêmement courts, on n'a pas le temps d'assimiler une notion. Ce n'est pas du tout le cas en radio, où effectivement, un intervenant peut avoir tout à fait le temps d'exposer une question, et de ce point de vue, je dirais que c'est un moyen
de formation qui est particulièrement bien adaptée pour l'information scientifique. Alors je dirais un petit mot d'une de mes expériences personnelles, puisque j'ai été pendant un peu plus de 5 ans directeur du Palais de la Découverte à Paris. Alors, pourquoi j'en parle, le Palais de la Découverte, c'est pas parce... Alors, il n'est pas tout seul de son espèce. Vous avez... Ici, on n'est pas trop loin de Bordeaux et il y a une structure qui est également tout à fait bien adaptée à l'information scientifique, qui s'appelle Cap Science, qui se trouve au bord de la Garonne, dans un des hangars qui se trouve sur les quais de la Garonne, et qui s'appelle donc Cap Science. Alors pourquoi ces structures sont bien adaptées à, disons, à l'information scientifique? Alors, je ne dis pas ça simplement parce que ça correspond à une période de ma vie, mais je le dis simplement par les témoignages que j'ai reçus. Beaucoup de gens me sont venus me dire eh bien, lorsque j'étais jeune, c'est là que j'ai trouvé de l'intérêt, j'ai trouvé ma vocation pour devenir ingénieur ou pour devenir chercheur ou pour l'astronomie ou que sais-je. Et pourquoi? Mais je pense que c'est une face... Enfin, ces endroits, d'abord on peut y passer 2-3 heures, on peut écouter, il y a un côté, je dirais, ludique, et je crois que on n'utilise pas assez le jeu, pour enseigner la science, qui a besoin, effectivement, il faut dépasser la barrière de la complexité, la barrière d'un potentiel désintérêt, et donc, au Palais de la Découverte, comme dans les structures du même type, il y en a à peu près une par grande région de France, il y en a une à Poitiers, il y en avait une à Bergerac, malheureusement, elle a fermé ses portes. Vraisemblablement, là aussi, vous voyez, c'est le problème. Les politiques, enfin je veux dire même locaux, là, ne considèrent pas important la diffusion de la culture scientifique. Je vais dire quelque chose d'affreux, rapporté le jour où j'étais donc à visiter ce centre de culture scientifique. Les responsables m'ont rapporté quelque chose que j'ai trouvé, moi, absolument dévastateur de la part des proviseurs des lycées de Bergerac, qui disaient, en gros, aucun de nos élèves n'est apte à présenter les concours des grandes écoles. Dire une chose pareille de la part des éducateurs, c'est proprement, je le dis, proprement scandaleux. Voilà. Pardonnez-moi si je parle, si je donne mon point de vue de façon un peu brutale, mais je crois que c'est vraiment... Je veux dire, il n'y a pas d'interdit, il n'y a aucun interdit, et justement, le propre de l'éducateur ou le propre disons, du médiateur, du diffuseur, du journaliste, c'est effectivement de donner à tous l'appétence à la science. Et parfois, les graines, elles pousseront là où effectivement elles pourront pousser. Et je ne vois pas pourquoi la ville de Bergerac serait moins bonne que d'autres endroits en France. Je veux dire, ça ne devrait pas être interdit à un jeune lycéen de Bergerac d'envisager de poursuivre ses études supérieures dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Tout ça pour dire que des moyens, alors je vous ai dit au début, c'est compliqué, il y a des écueils, mais je dirais qu'il y a des moyens, et ces moyens, deux autres, enfin, l'école et les médias vont être ébauchés ou vont être évoqués par mes amis, mais je crois que également ces centres de culture scientifique, d'autre part les associations, d'une certaine façon, je dirais que Cœur de Bastide, donc qui organise ces réclusiennes, d'une certaine façon, contribuent à leur manière, à cette manière, eh bien, à diffuser la culture. Terre de Montaigne le fait à sa manière, bon, puis il y en a d'autres, hein. Enfin je cite ces deux-là puisqu'elles sont présentes ce soir, et donc c'est un petit peu
pourquoi je dis ça, c'est parce que il ne faudrait pas considérer que les seuls responsables, ce sont les politiques, les professeurs, les journalistes, et puis les quelques endroits où, Palais de la Découverte ou ailleurs, on a comme vocation d'essayer de transmettre la culture scientifique. Je crois que il me semble que c'est l'affaire de tous, puisque c'est, selon moi, quelque chose qui est, de mon point de vue, important. Parce que si on n'a pas ce minimum de culture scientifique, eh bien je crois qu'on ne peut pas vraiment contribuer au débat démocratique. Alors, là, je voudrais dire que j'ai omis de le dire au bon moment, mais peu importe, il n'y a peut-être pas de mauvais moment pour le dire. Vous savez que dans notre Constitution, on a institué le principe de précaution. Eh bien, je considère que le principe de précaution, c'est une erreur politique considérable. Parce que ça veut dire que, grosso modo, puisqu'on ignore, hein, alors on ne fait rien sous le prétexte qu'on ne sait pas assez. Donc, voilà, ça, c'est un principe d'immobilisme fondé sur l'ignorance, sur le fait qu'on n'est pas assez compétent. Alors, effectivement, on doit empêcher les scientifiques ou les techniciens de faire n'importe quoi, mais je veux dire que ce principe de précaution institué à lui seul, je crois que c'est une erreur. Si on disait il faut le principe de précaution plus le principe de retour d'expérience, c'est-à-dire qu'effectivement on analyse des expériences novatrices et où on voit si ça peut marcher, ça ne peut pas marcher, et pour quelles raisons, etc. Là, effectivement, ça prend du sens. Mais le principe de précaution en tant que tel, pour moi, ça me paraît pas très intéressant, et je ne vois pas pourquoi on a alourdi notre Constitution d'un principe qui est finalement assez biaisé. Je terminerai en disant que l'éducation à la science et à la technique me paraît un élément nécessaire, qui n'est pas forcément suffisant. Mes collègues auront le loisir de dire que ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est au moins nécessaire. D'autre part, ça nécessite du temps. Et enfin, je crois que c'est l'affaire de tous. Merci. Alors maintenant, Dominique Roja. Bien. Alors, qu'est-ce que vient faire l'école dans cette affaire? En somme, si j'ai bien compris, c'est un peu ça qu'on attend de moi. Et qu'est-ce que vient faire l'école et qu'est-ce que vient faire l'école à un moment où on essaye de parler de vote, ce qui n'est quand même pas a priori directement la première des activités qui se passe à l'école. Et quel rapport entre vote, école et éducation scientifique? Voilà. Il me semble que c'est déjà posé le problème de manière assez vaste. Alors, d'abord, je voudrais peut-être rapidement dire ce que ça n'est pas, notre affaire, là. Il est évidemment pas question de dire qu'on fait construire les connaissances scientifiques des élèves en les faisant voter. On ne va pas apprendre